pouvoir commencer. Je vous confirme, et je confirme aussi à Olivier que cette séance, comme les autres d'ailleurs, est enregistrée et puis visible aussi en direct sur le site de la communauté de communes. Donc merci à tous d'en tenir compte. Alors je voudrais, avant de procéder donc à la désignation de la secrétaire de séance, vous dire quelques mots. D'abord, vous remercier et remercier tous les élus communautaires qui ont participé au séminaire. Ce séminaire a été assez riche. Il est important que les liens soient renforcés avec les conseillers municipaux et que ce soit un gage de bon fonctionnement démocratique de notre collectivité. Donc merci à tous de votre participation. Nous avons devant nous des chantiers importants, notamment celui du logement. Je remercie Jean-François Monnet pour le travail qui est engagé dans le cadre du programme local de l'habitat. La question du logement sera certainement la pierre angulaire d'un développement harmonieux de notre territoire. En effet, c'est satisfaire d'abord un besoin essentiel pour l'individu qui marque chaque étape de sa vie, et notamment les jeunes. C'est permettre aussi aux populations diverses de construire leur projet de vie chez nous, ici, chez eux. Et c'est maintenir aussi une pyramide démographique dynamique avec un renouvellement générationnel. Et puis, c'est aussi, et c'est pas des moindres, conforter une économie résidentielle. Pour cela, nous allons devoir faire preuve de créativité en inventant des lieux de vie évolutifs, de nouvelles formes urbaines, mais aussi en dotant notre territoire d'une ingénierie à la hauteur de ces enjeux, notamment de moyens financiers. Si le logement est notre priorité, cela doit se traduire concrètement. Nous aurons donc des arbitrages à prendre dans l'affectation de nos ressources, mais aussi d'équipements publics, comme nous avons pu le faire dans le domaine de la culture et du sport. J'en profite pour remercier aussi Pierre Lafitte et Jean-François Nouveau et les services du CIS et de Max qui ont répondu à un appel à projet porté par l'État et le département et qui va nous permettre d'expérimenter des actions autour de la colocation intergénérationnelle. Alors cette séance du Conseil communautaire, elle traduit bien nos engagements pour la cohésion du territoire avec les aides aux différentes associations dont nous allons parler et notamment à la jeunesse, pour aussi accompagner les communes dans leurs projets de développement et favoriser l'inclusion grâce au schéma d'accessibilité physique mais aussi numérique. Et ce conseil communautaire va traduire notre engagement à contribuer à décarboner notre territoire, mais aussi à adapter notre territoire en nous dotant de nouveaux outils tels que territoire engagé pour la nature et contrat d'objectif territorial. Je voudrais remercier en amont de ce conseil tout le travail qui est fait, tant dans les ateliers, c'est important que ces ateliers fonctionnent bien, ils nous servent à la fois à faire remonter les initiatives, mais aussi à partager celles que nous décidons, et remercier aussi le travail qui est fait au sein des services pour préparer les dossiers, ces dossiers d'aujourd'hui comme les dossiers des autres conseils communautaires, et tous ces dossiers qui seront soumis donc à notre approbation. Merci à tous. Alors, je vous propose comme secrétaire de séance Isabelle Labeillerie, qui a souhaité absolument, de manière très autoritaire, être secrétaire aujourd'hui. Et je la remercie. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, elle sera donc secrétaire de séance. Je vais d'abord vous donner peut-être la liste des pouvoirs. Alors, Jean-Luc Achard a donné pouvoir à Françoise Agier, Jacqueline Benoît-Delbast a donné pouvoir à Jean-Luc Delpuech, Véronique Brevet a donné pouvoir à Jérôme Petitjean, Lionel Camblan a donné pouvoir à Karine Quinault, Alain Conègre a donné pouvoir à Frédéric Charpenel, Nathalie Dardy a donné pouvoir à Benoît Daretz, Maëlle Dubos-Paysan a donné pouvoir à Cédric Larieux, Patrick Lactéder a donné pouvoir à Louis Galdos, Éric Layad est suppléé par Sandrine Petit-Grand, Nathalie Mireles-Aldio a donné pouvoir à Ahmed Barbe, Pierre Pécastin a donné pouvoir à Jean-Claude Deloued, Kelly Perron m'a donné pouvoir, et Christophe Vignon a donné pouvoir à Jean-François Monnet, Michael Walline a donné pouvoir à Maïté Libier. Je crois que je n'ai oublié personne. C'est bon. Merci à tous. Alors, vous avez dans la convocation une motion, j'espère que tout le monde l'a reçue, une motion portant sur l'adoption de l'appel pour une société landaise sans violence contre les femmes. Donc, je vous rappelle qu'aujourd'hui, plus que jamais, il est important que nous soyons mobilisés
C'est à toi de le présenter? Alors, excusez-moi, je vais demander à Pierre Lafitte de le présenter. On m'avait indiqué qu'il fallait que je le fasse, donc... oui. Et il y a le PV adopté, décidément. Alors, avant d'aller sur la motion, voilà. Je vois que vous suivez bien, tant mieux, très parfait. C'est pas mon cas. Combien il a de pages avant sur avant d'aller sur la motion, pardonnez-moi, j'ai pas bien regardé mon ordre du jour. Il faut effectivement commencer à l'usage et la règle adopter le procès-verbal du dernier conseil communautaire qui date du 27 juin dernier. Est-ce que sur ce procès-verbal, il y a des questions ou des précisions ou des suggestions? Non? Alors, on va le voter. Donc, je vous propose de voter. N'oubliez pas que si vous avez un pouvoir, vous devez voter 2 fois, bien sûr. Moi, il me demande de voter une deuxième fois, mais j'ai pas de pouvoir. Là. Pareil pour moi. Il y a toujours un petit réglage à faire au début du conseil, un réglage technique. Alors, en principe, nous sommes 54 votants présents ou représentés. Gilles ne peut pas voter. Toi, tu peux pas? Ça marche pas? Ça va venir. Je vais voter pour Gilles d'Or, moi, c'est pas grave. Alors, attends, Olivier va venir voir ce qu'il en est. Mathieu, donner pouvoir à qui? Ça vient. Est-ce qu'on peut présenter la motion en attendant que sur le plan technique, cette première décision soit prise? Je pense que ça s'appelle pas de... Gilles, tu n'as pas voté, mais tu votes quoi? Tu votes pour? Non, mais voilà, on va le faire manuellement. Hein. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Bon, donc, même si on ne l'a pas matérialisé techniquement, tout le monde donc vote favorablement à ce compte rendu. Et en attendant que la technique soit au rendez-vous, on va passer donc à la motion présentée par Pierre Lafitte. Voilà. Donc, c'est une motion très importante. Le 25 novembre 2022, dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, des centaines d'élus, mais également de Landaises et de Landais, ont apposé leur signature au bas d'un appel intitulé, c'était l'an dernier ça, pour une société landaise sans violence contre les femmes. Alors, en 2023, à l'approche du 25 novembre de cette même journée internationale, le Conseil départemental des Landes, l'Association des maires des Landes, l'Union départementale des pour lutter contre ce fléau qui a pendant trop longtemps été banalisé. Alors, en effet, tout comme au niveau national, les violences faites aux femmes sont en progression, en très nette progression, sur le territoire départemental. Alors, lors d'une réunion, d'ailleurs, qui a eu lieu le 4 avril 2023, de sensibilisation à l'initiative de l'Union départementale des CCAS et des CIAS, à laquelle vous participiez,
Monsieur le Président, dans cette même salle ici, ainsi que les élus aux affaires sociales, les travailleurs sociaux, les associations de ce territoire, mais également le CIDF, l'ADAVEM, la directrice de l'ADAVEM nous avait donné des chiffres qui sont inquiétants et même, on peut le dire, qui font froid dans le dos. Nous sommes passés de 2020 à 2022 de 530 cas de violence signalés à plus de 1300 et de 5 téléphones grave danger à plus de 80 téléphones grave danger. Alors, d'autre part, les assistantes juridiques qui couvrent le territoire départemental, les 4 assistantes juridiques traitent en moyenne 200 dossiers, alors que selon une circulaire de 2008, elles ne devraient en traiter que 50 chacune, ce qui fait qu'il en manquerait 2 ou 3 supplémentaires sur le territoire départemental. Alors, elles se trouvent confrontées à des conflits éthiques, tant et si bien qu'elles traitent l'urgence de l'urgence, c'est-à-dire qu'elles font le tri dans les urgences. Voilà à quel point on en est aujourd'hui. Alors, nous avons appris à cette occasion également que quand on parle de violence, on pense de prime abord à la violence physique, alors en oubliant par là même l'importance de la violence psychologique, cette violence psychologique qui est moins quantifiable, mais qui est réelle, et très souvent les deux, violence physique et psychologique, sont indissociables. Alors, ce qui est insupportable, ce qui est inadmissible, c'est que ces violences s'exercent surtout dans le cadre domestique, c'est-à-dire donc dans le cadre intime, le cadre dans l'espace où on devrait être le plus protégé. Et donc, voilà, c'est... Pardon. Le plus protégé. Et donc, c'est pour cette raison, pour toutes ces raisons, que ces 3 instances, que sont le Conseil départemental, l'Association des maires des Landes et l'Union départementale des CCAS et CIAS, nous proposent, nous invitent à voter donc, cette motion à nous, assemblées délibérantes à toutes les assemblées délibérantes des Landes, que ce soit les conseils municipaux, que ce soit les intercommunalités, les CCAS et les CIAS, donc pour porter ce débat sur le territoire, pour porter ces sujets sur le territoire. Et on peut dire que, donc, ainsi, ces engagements individuels de 2022 seront désormais portés par seront désormais collectifs et portés par les institutions. Alors, cette motion, si vous l'adoptez, elle sera ensuite déposée sur une plateforme départementale sur laquelle seront recensées toutes les motions adoptées par les collectivités et de manière à ce que les collectivités puissent constituer un véritable réseau départemental contre les violences. Alors, fin 2023, début 2024, c'est mentionné dans la motion, dont des premières rencontres auront lieu avec les collectivités signataires, au cours desquelles il leur sera proposé dans un premier temps de les accompagner techniquement et financièrement pour l'organisation de réunions de sensibilisation de leurs élus et de leurs agents. Donc voilà, l'objectif, vous l'avez compris, de cette motion est d'aller plus loin dans la prévention et dans la remédiation avec la mise en place de lieux d'accueil, d'écoute, d'hébergement, et ce dans la durée, parce que pour se reconstruire, cela se fait dans la durée. Et d'autre part, cela implique également un important investissement humain, de manière à être en capacité de détecter des signes avant-coureurs de ces violences avant que l'irrémédiable se produise. Alors, pour conclure, je dirais que Max
et son CIAS n'ont pas attendu. Max et son CIAS, depuis qu'ils existent, accompagnent cette problématique des violences faites aux femmes, d'une part en mettant à disposition les logements et prioritairement les logements dont nous disposons dans les hôtels sociaux et en accompagnant les victimes de ces violences, donc avec nos travailleurs sociaux. Et d'autre part, également, en apportant son expertise aux communes qui le souhaitent, ce qui a été le cas il y a quelques mois dans le cadre d'un appel national à projet qui a permis aux communes, notamment de Molliès, de Seignos et de Saint-Vincent-de-Tyrosse, de conventionner avec l'État, avec le CIDF, avec Solia, avec l'ADAVEM pour des logements leur appartenant qui ont été mis donc à la disposition des victimes de ces violences. Voilà tout ce que je souhaitais vous dire. Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Bien, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on vote. On va essayer de voir si ça fonctionne. En principe, ça devrait fonctionner. Donc, en principe, il y a 54 votants. C'est bien 54 ? C'est bien 54 ? Ouais. Donc, il manque quelqu'un. Il nous manque M. Péane. Monsieur Péane n'est pas là. Il a donné pouvoir ? Monsieur Péane n'a pas bien. Casalis. Monsieur Casalis. Elle est absente, elle n'a pas donné de pouvoir. Elle Monsieur a été retenue Ribéry. pour des raisons professionnelles. Maïté Di Ribéry, il a donné pouvoir ? Madame Ducamp. On va avoir trop de votants. Donc, il y a quelqu'un. Tout le monde a bien voté ? On vérifie s'il y a. Donc, il y a quelqu'un qui n'a pas voté. Olivier, peut-être sur 58, 4 absents, ça fait 54. Il y a peut-être 5 absents alors. 1, 2, 3. Tout le monde a voté 2 fois avec un pouvoir ? M. Péane, il y a le pouvoir de M. Pécastin. M. Pécastin, il a donné pouvoir, il me semble. Oui, mais ils ne sont pas là. les deux, alors, C'est à toi ? Ah oui, Alors, Pierre Pécastin a donné pouvoir à qui ? à Jean-Claude. Oui, à moi. Ouais. Je suis sur le plus en permanence. Non, il faut que tu appuies sur le 2+, d'abord. 2+, et après plus. Et voilà. Donc, on a bien le premier vice-président en finance qui... Qui a déconné. Bien, merci à tous. Donc, alors, juste une précision, peut-être, pour dire, peut-être, Pierre, qu'on pourrait proposer qu'au prochain bulletin communautaire soit inscrit donc cette motion, peut-être en synthèse, pour affirmer notre volonté de participer à ce mouvement collectif. Merci à tous. Alors, on va passer maintenant aux finances communautaires avec 2 décisions principales, une sur des subventions complémentaires et une décision modificative sur le budget principal et le budget transport. Je laisse la parole, bien sûr, à Jean-Claude Debrenne. Alors, c'est moi qui vais commencer avant Jean-Claude. Voilà. Une fois n'est pas Sur les coutume. manifestations sportives. Donc, on commence par les manifestations sportives. On a reçu deux demandes après le conseil communautaire consacré au vote des subventions. La première, c'est de l'association Océan Live pour le swimming run. On propose, qu'on a l'habitude de proposer 1 500 €. La deuxième, de la Ligue de surf Nouvelle-Aquitaine pour le championnat de France Sport qui a eu lieu début juillet à Seignos.
Donc il y avait 200 athlètes de catégorie Benjamin à junior. Voilà, pour les 16 titres champions de France ont été délivrés. Et là, on vous propose d'accompagner à hauteur de 2500 euros. Et ensuite, une troisième subvention qui est un complément de subvention, puisque Waituto avait fait une demande à hauteur de 1000 euros. C'était pour la location de Aigueblu pour une compétition, sauf que là, c'est 1200. Donc, on leur rajoute ces 200 euros de façon à ce que, comme nous engagions, nous leur payons la totalité de la location d'Aigueblu. Voilà pour les 3 subventions aux manifestations. Alors, est-ce qu'il faut voter individuellement? Oui, je le Nous, crois. on vote les 3 de bête, là, ou comment? On vote les subventions complémentaires sportives, Oui, globalement. d'accord. Alors, je continue alors. Alors, attends. Ah oui, oui. Il faut que tu continues pour avoir l'ensemble des manifestations sportives qu'on va voter globalement. Absolument. Donc, la 4e subvention, c'est pour l'association sportive du collège Jean Rostand à Cabreton, et notamment sa section excellence de surf. Donc, le niveau de la section sportive est donc c'est un niveau excellence, c'est la seule du territoire à ce niveau-là, à tout sport confondu. Donc aujourd'hui, elle s'appuie sur le club de surf de Cabreton, où les éducateurs salariés interviennent au collège lors de cette section sportive. Aujourd'hui, c'était compliqué de continuer dans l'état, donc le responsable de la section nous a contactés, ainsi que les communes qui participaient déjà au financement de cette section sportive. Donc là, il vous est proposé un montant d'une aide de 2200 euros pour l'année scolaire 2023-2024, donc en complément des soutiens renforcés des 3 communes, donc Hossegor, Cabreton, Seignos. Mais il y a aussi le comité départemental de surf, le conseil départemental, la fédération, qui participent à boucler ce budget. Donc voilà, on vous propose 2200 euros pour l'année scolaire 2023-2024. Après, je pense qu'on continuera à les accompagner, mais avec, sous d'autres formes, avec une subvention, mais qui sera liée certainement à une convention d'objectifs et des choses comme ça. Ensuite, les subventions supplémentaires, c'est dans le cadre de Olympic Tour et Terre de Jeu. Donc, Max accompagne les 12 communes qui sont labellisées Terre de Jeu dans l'organisation de manifestations afin de promouvoir donc le sport et l'olympisme. Donc, le conseil départemental fait également alloue des subventions pour ces journées. Max, nous avons décidé d'apporter une subvention de 15% maximum du coût du montant de l'organisation, plafonné à 500 euros. Donc aujourd'hui, 4 communes ont déposé: Saint-Jean-de-Marsac, Labenne, Saubion et Souston. Donc on vous propose de verser 500 euros à Saint-Jean, à Labenne et à Souston, et 285 euros à la commune de Saubion. Et dernière subvention pour le sport, c'est, vous savez, la subvention que l'on alloue aux licenciés de moins de 15 ans. Donc on a 4 clubs retardataires qui avaient déposé le dossier au conseil départemental en retard. Vous savez que là, on n'instruit pas les dossiers. Le conseil départemental nous envoie les dossiers qu'ils ont eux, et on vient donner une somme de 7 euros par licencié de moins de 15 ans, avec un minimum de 100 euros. Donc là, les clubs concernés, c'est Marsac 15 pour le rugby, 100 euros pour 11 jeunes. Le club sportif Boucalé pour le basket, 868 euros pour 124 jeunes. Hossegor Sauvetage Côtier, 1456 euros pour 208 jeunes de moins de 15 ans. Et le club de Sambo de Hossegor Sport Combat pour 10 jeunes, donc 100 euros. Voilà pour l'ensemble des subventions sportives. On va peut-être voter ces subventions sportives. Alors, je vous rappelle la règle en termes de subventions aux associations. Ceux qui sont membres de l'exécutif d'une association, donc président, vice-président, trésorier, secrétaire, ne participent pas au vote. Donc, n'oubliez pas de nous l'indiquer. Est-ce que parmi ces 4 types de subventions, il y a des personnes qui sont impliquées dans les exécutifs d'associations bénéficiaires aujourd'hui? Aujourd'hui, personne. Donc tout le monde peut voter. Donc bien, on y va pour
Merci pour cette unanimité. On continue. Donc là, on est dans le domaine enfance-jeunesse. Il s'agit d'une aide. On a été sollicité donc par l'UFAL à Dour-Côte-Sud. Donc l'association UFAL nous a proposé de soutenir un programme de lutte contre les dérives sectaires et les risques d'emprise mentale. Donc pour cette première sollicitation, on vous propose de les aider à hauteur de 500 euros. Ils ont un budget de 8 000 euros afin notamment de développer des actions de sensibilisation du grand public. Et il y a eu une conférence hier soir à Saint-Tyros, notamment. Donc je vous propose de voter une subvention de 500 euros à l'UFAL. Et on va voter. C'est bon, merci. Unanimité. On continue. Alors, je crois que là, c'est en matière de port et lac, donc c'est Loulou Galdos. Oui, c'est ça. Ce sont 3 associations maritimes, donc port et lac. Il est proposé une subvention de 3 000 euros à l'association Atlantique Land de Récif. Pour rappel, c'est pour permettre de contribuer à un travail d'entretien et de suivi scientifique, bien sûr, sur nos 3 récifs artificiels qui sont situés sur les communes de Cabreton, de Moliès et de Souston. Autre subvention, donc, c'est une subvention de 2100 euros à l'association interprofessionnelle pour le développement de la pêche artisanale. Bien sûr, c'est pour contribuer au soutien apporté à la pêche artisanale importante sur notre territoire, Max, avec ses 19 bateaux. L'autre subvention, c'est pour une subvention de 300 euros. C'est pour le comité interdépartemental de pêche maritime Atlantique Land. C'est pour une aide financière à organiser le Noël pour les enfants des familles des pêcheurs. Et la dernière subvention est octroyée donc à l'association La Pinasse Cabretonnaise pour une aide financière à la réfection d'un bateau de pêche historique du port de Cabreton, qui est l'Hippocampe, qui est un des bateaux. Je crois qu'un des premiers bateaux, c'était le Patécaille. C'est l'origine même de la pêche au thon et de la plaisance à Cabreton. Donc voilà, donc c'est pour un montant de 1600 euros. Voilà pour les différentes associations et subventions. Est-ce qu'il y a des questions, pardon? Je crois qu'Armel, tu as souhaité ne pas participer au vote sur la Pinasse. C'est ça? Tu peux pas. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées? Non? Bon, alors, tu vas voter, mais on enlèvera ton vote sur la Pinasse. Hein? Merci. Allons-y. Merci pour cette unanimité, donc sauf sur la Pinasse Cabretonnaise pour laquelle Armel Barbe ne participera pas au vote. Je voudrais en profiter pour remercier quand même évidemment les bénévoles qui participent à toutes les associations. On les aide, mais le travail principal, il est réalisé, vous le savez, par tous ces bénévoles qui forment notre tissu associatif si riche et qui fait que, d'une part, les activités sont là, mais aussi l'intégration des habitants se fait et par cette implication dans les associations. Donc merci à tous et merci à tous les bénévoles de cette participation à l'action publique en quelque sorte. Je vais donc laisser la parole maintenant à Jean-Claude pour le budget principal, le budget de transport. Oui, alors ça concerne, comme l'a dit Pierre, des décisions modificatives concernant le budget principal et le budget annexe port. La première DM concerne donc le budget principal, et vous connaissez un petit peu la démarche, c'est les travaux hors compétences. Lorsqu'il y a des travaux de voirie, il se peut qu'à l'intérieur des travaux hors compétences et qui sont financés directement par les communes. La première concerne l'opération de réaménagement de l'avenue du Junca à Vieux-Boucau pour un montant de 7 000 euros, donc on le met en investissement, on crée essentiellement sur la commune de Vieux-Boucau. La deuxième concerne les travaux hors compétences à Tos, rue des Mésanges et rue des Rouges-Gorges pour un montant total de 10 000 euros. C'est la réfection de chaussée, trottoir sur ces 2 rues. La troisième concerne
le remplacement du barnum qui a été détérioré et qui est non réparable. Donc il faut forcément le remplacer. Ce coût, c'est 2300 euros. Donc on inscrit cette somme de 2300 euros. Ça ne change pas l'équilibre du budget. On le prélève sur le poste subvention d'investissement des communes. On votera tout. Je n'ai pas posé la question dès le départ. On votera toutes les DM, toutes les subventions, si vous ne voyez pas d'inconvénient. Le suivant, c'est un fonds de concours exceptionnel pour les centres de préparation aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Et principalement, c'est les communes de Cabreton avec la Plaine des Jeux et de Souston avec le centre sportif de l'Île Verte, qui ont été retenus parmi les 623 centres de préparation aux Jeux olympiques et paralympiques. À ce titre, elle accueille depuis 2021 des équipes de haut niveau national et international en stage de préparation dans les disciplines rugby à 7, judo, handball et aviron. Donc le montant de ce fonds de concours que je vous propose d'attribuer, 60 000 euros. Bien entendu, ça ne change pas l'équilibre puisque l'on prélève également dans le poste subvention d'équipement pour très haut débit pour financer ces fonds de concours à ces deux communes à hauteur de 30 000 euros chacune des deux communes. Ensuite, nous avons, c'est la première contribution. Vous savez que le 27 juin 2023, Max a approuvé l'avenant numéro 1 au plan de financement pour la réalisation du GPSO. Donc, je vous rappelle que la contribution de Max est de 252 000 euros pour l'année. Or, là, nous avons un appel à contribution à hauteur de 125 000 euros que je vous propose de porter en subvention d'équipement pour le GPSO et que l'on va financer en prélèvement également sur les subventions d'équipement pour très haut débit. Ensuite, concernant le budget transport, nous avons une demande également de remboursement pour les entreprises qui contribuent aux salariés qui sont logés et pour les exonérer en fait de la contribution du transport, que je vous rappelle, qui est de 0,6% sur le montant des salaires. Ça concerne principalement les campings, les centres de vacances et autres. Le montant est de 10 000 euros. Donc, restitution de taxes, on le prélève sur cette recette par le versement de mobilité à hauteur de 10 000 euros. Et enfin, toujours dans le cadre des finances, c'est une aide à l'achat de vélos. Cette opération nommée chèque vélo va permettre de délivrer des bons d'une valeur de 100 euros ou 200 euros en chèque vélo par foyer fiscal. Donc c'est une poursuite, c'est une opération qui marche très bien, enfin, c'est une prolongation. Donc je vous propose de compléter cette session d'investissement à hauteur de 78 692 euros. Donc je vous laisse le montage de l'équilibre budgétaire que l'on propose avec un prélèvement d'un côté, l'attribution de l'autre pour financer cette opération. Avez-vous des questions sur CDM, subventions et autres prélèvements? Non, ça vous paraît clair à tous. Alors je vous propose de voter. Adopter l'unanimité, merci. Je voudrais juste un mot sur l'opération chèque vélo pour dire qu'aujourd'hui, donc, on a 470 vélos qui ont été achetés, acquis par des habitants de notre territoire et que nous avons travaillé, donc, vous le savez, avec les opérateurs, les vendeurs de vélos locaux, avec 12 opérateurs. Donc on a fait travailler aussi les opérateurs locaux, donc c'est un véritable succès, aussi bien pour le vélo électrique que musculaire, comme on dit, donc non électrique. Voilà, et que cette opération est tout à fait remarquable. Dire aussi, parce qu'on m'a dit que c'était une première, qu'on a permis aussi à la Recyclette association de voisinage de pouvoir s'inscrire dans ce dispositif et que ça touche aussi les familles qui ont pu s'acheter un vélo d'occasion à la recyclerie de Souston. Donc il faut le dire aussi. Parfait. Alors, on va maintenant passer au chapitre développement économique et je laisse la parole à Hervé Bouillerie. Alors, la délibération concerne un protocole d'accord partenarial entre la commune de Bénez-Marraine, dont le maire est à ma gauche, la communauté de communes Marraine à Dourcote-Sud, dont le président est à ma droite, et la société Altae, promoteur immobilier à Bayonne, dans le cadre d'une opération immobilière
sur la ZAE Ariette à Bénez-Marraine. Donc, ce sont les anciens terrains des pépinières Téchard qui sont légalement urbanisables selon les règles du PLUI actuel. Ils ont été vendus et ils sont actuellement enclavés. Donc, une desserte est nécessaire qui passe par la desserte actuelle du sitcom, mais qui desservira dans le futur aussi d'autres aménagements. Donc, le projet Altae, la desserte d'une station, elle servira aussi une station GNV qui est en projet. Des arrêts de bus pour les lignes régulières Yego desservant la ZAE d'Ariette et un passage de futures pistes cyclables reliant la gare SNCF de Bénès à Cabreton. Donc la piste cyclable n'est pas encore créée, mais ce sera, elle atterrira sur cet espace. Donc nous pouvons faire participer un partenaire privé par l'intermédiaire d'une participation d'équipement public exceptionnel qui s'appelle le PEP. Et nous pouvons solliciter 50% de prise en charge de ce futur projet qui a été estimé à 600 000 euros hors taxe. Donc, potentiellement, Altae versera 50% de cette somme à la commune de Bénès-Marraine qui, j'espère, nous la restituera en totalité. Donc, l'objet de la délibération, c'est celui-là. Est-ce qu'il y a des questions sur ce... Moi j'ai des questions. On a échangé un peu dessus. C'est un vieux dossier. La parcelle fait à peu près 1 hectare, c'est ça? Un petit peu moins de... Oui, à peu près, oui. Et donc il est enclavé. Et donc actuellement, sans ces aménagements, le propriétaire ne peut rien en faire, ne peut pas la valoriser. Donc c'est un dossier qui est intéressant pour le développement de la zone. J'entends que la station bio-GNV était bien sûr nécessaire sur nos parcelles. Donc les aménagements sur nos parcelles sont nécessaires, mais je pense qu'il est important de réétudier le dossier sous le regard du ZAN, parce qu'on a plus que 120 hectares que l'on va devoir aménager d'ici la fin du mandat, d'ici 2031. Pour mémoire, je crois que c'est 250 hectares qu'on a, c'est ça, Jean-François, à peu près, qu'on a artificialisé sur les 2 premières années, et donc c'est 120 hectares. Il va falloir qu'on se serre la ceinture, mais rudement. Et je pense qu'on pourrait peut-être se donner un petit peu de temps, sursoir sur la délibération, pour étudier ça, parce que c'est 1 hectare en zone U. On peut très bien décider de les déclasser et de les transférer sur Atlantique Sud ou sur une autre commune qui aurait besoin de logement. Légalement, je pense que ça va être difficile de s'opposer parce que les documents d'urbanisme l'autorisent actuellement. Ça, c'est une loi. Et ensuite, on n'a pas le droit d'enclaver une parcelle, quelle qu'elle soit. Elle l'est. Non, mais on n'a pas le droit d'enclaver une parcelle du moment où elle est aménagée, quelle qu'elle soit naturelle, forestière, économique, agricole. C'est pas à la collectivité. Non, mais la collectivité, elle crée une voie pour accéder à une parcelle, mais pas uniquement pour cette parcelle. Et je pense que si jamais on s'oppose à la constructibilité et qu'on acte la non-création d'une voie, je pense qu'on aura des problèmes juridiques. Le sursoir statut ZAN existe depuis le 12 juillet. Et on pourrait aller jusqu'à ce qu'on ait des documents d'urbanisme qui sont en conformité avec le ZAN. La parcelle actuelle était donc exploitée par une personne, donc elle n'était pas, comme on dit, elle était certes enclavée, mais elle était utilisée. Donc là, c'est simplement pour effectivement rendre une meilleure possibilité d'accès aux porteurs de projets. Pour autant, on va également, on a 3 projets concomitants au niveau de la commune et de l'intercommunalité, avec la station gaz, il vient d'en parler, la piste cyclable qui est déjà une réalité, puisque vous avez déjà la parcelle qui est déjà engagée. Voilà, après, c'est un projet ancien sur lequel c'est même un projet qui a été initié avant le ZAN, avant la loi ZAN. Donc, on était parti sur des engagements avec ces gens-là. Ça a été relativement compliqué. Il y a déjà eu un refus de permis pour une raison qui a été, par la suite été acceptée. Il me paraît difficile aujourd'hui de revenir en arrière. Après, quoi qu'il arrive, je comprends tout à fait, encore une fois, par rapport aux ZAN, mais en fait, on est déjà sur une parcelle qui est déjà, entre guillemets, un peu consommée, quoi. Donc,
Mais je comprends tout à fait hein, la formulation que tu donnes. Les discussions, quand on sera les 23 communes autour de la table, vont se jouer à l'hectare. Hein. Mais j'en suis tout intimement résolu. Hein, mais bon. Mais moi aussi, je comprends tout à fait. Mais dans la même logique, il y a 2 terrains de la future ZAE, d'extension de la ZAE, qui sont aussi potentiellement commercialisables dans cette zone. Ça, c'est le projet des développements des ZAE qu'on a voté dernièrement, qui seront desservis aussi par cette loi. Donc, si on impacte celui-là, on impacte tout, quoi. Hein, c'est ça que je veux dire. Donc, moi, je veux bien qu'on approfondisse la réflexion. Les futures parcelles ne seront pas desservies par cette loi aussi? Les publiques, celles qui sont publiques. Bah, bien sûr, tout fait partie de l'opération. C'était une zone assez étendue. Cette parcelle, nous, on n'a pas voulu l'acquérir parce qu'elle était trop chère et en plus, elle était très impactante au niveau environnemental. Donc, on n'allait pas arriver à équilibrer économiquement l'achat de cette parcelle et la transformation en lot à vocation économique. Mais les 2 autres restent viables, voilà, et sur lesquels nous avons des acquéreurs potentiels. Donc, si on plombe celui-là, on plombe tout le monde, quoi. Je veux dire, les aménagements sont bien sûr nécessaires pour nos parcelles publiques. Après, d'autant plus si celle-là a un intérêt environnemental. Pour partie, nous, c'est pour faire des lots, c'est-à-dire que les conséquences environnementales, ils devront les assumer de toute façon aussi. Et c'est leur problème économique, c'est plus le nôtre. Après, le débat est intéressant hein, parce que c'est vrai que c'est révélateur de ce dont on va parler. On commence à parler sur la consommation et la sobriété foncière. Aujourd'hui, il y a aussi la question de la parole donnée. Moi, je pense qu'à partir du moment où on s'est engagé, on ne peut pas revenir en arrière. Sur les projets futurs, c'est clair qu'on va devoir arbitrer de manière sévère ou de manière austère, je ne sais pas comment dire, les projets d'aménagement. Mais là, le coup est parti, donc c'est difficile de revenir sur un engagement qui a été pris. Moi, je pense que notre crédibilité aussi en tant que l'intercommunalité est en jeu si jamais on revient en cours de dossier sur une parole donnée. Déjà que c'est pas facile, hein, c'est en plus. Mais ceci étant, c'est vrai que maintenant, à partir de maintenant, les dossiers sur lesquels on ne s'est pas encore engagé, enfin sur lesquels on n'a pas encore donné un accord, il faut vraiment les poser à la loupe et en regardant si un aménagement ici serait pas mieux ailleurs par rapport à la consommation d'espace, c'est clair. D'autant plus que sur ce dossier en particulier, comme sur 2 autres dossiers au sein de la zone Ariète, on a eu notre mot à dire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous a posé la question de savoir si on souhaitait acquérir, soit par l'intérieur plus exactement de l'intercommunalité, les terrains Javet. On avait monté des pré-dossiers par rapport à ça. Effectivement, ce qui nous avait effrayé dans les 3 cas, c'est les prix de vente. Mais on avait fait des études ont été faites. Et bon, comme en plus ce terrain-là était assez particulier, effectivement, parce qu'on ne pouvait pas utiliser la globalité, même si demain on partait sur une acquisition. Donc on est parti sur une autre option, mais on les a eu à un moment donné en main et on n'a pas donné suite. Donc aujourd'hui, ça nous paraît un peu difficile de revenir en arrière, quoi. Merci pour ces précisions. Donc c'est important. Oui, la parole donnée, effectivement, c'est important. Et donc je vais voter pour le PUP. Et mais je crois que oui, très rapidement, il faut qu'on se mette tous autour de la table pour discuter des coûts qui ne sont pas encore partis et être vigilants. Absolument. Ok. Mais concrètement, sur la parcelle au Téchard, là, il y a quoi de prévu? Alors, c'est un espace à vocation économique, évidemment, projet immobilier qui accueillera des bureaux, des locaux artisanaux, des locaux aussi à destination des entreprises. Voilà. Je crois que monsieur le maire connaît mieux le projet commun. Oui, alors surtout, ce qu'on a évité, c'est du commerce, parce qu'effectivement, en termes de faisabilité, c'est assez peu jouable par rapport à la zone en question. Donc, on va être effectivement sur des activités de service, presque essentiellement, et aussi des box pour les artisans, puisque la demande est globalement très très forte sur cet endroit-là. Vous avez d'autres projets qui sont en train d'être finalisés, qui certains sont réalisés, avec notamment je dirais le projet de Zelaya, qui est aussi bien derrière le Lidl que de l'autre côté, qu'en face du Lidl. Et là, ça vient compléter une offre, je dirais, de cet ordre-là. Mais que du service, quasiment que du service et des bureaux. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on vote, qu'on passe au vote.
Merci. Question suivante. Donc, les questions suivantes sont d'ordre infrastructure et en l'absence donc de Jacqueline Benoît Delbas, je vais vous présenter ces deux délibérations. Alors, avec Frédéric, tu présentes la seconde? Oui. On va faire un partage avec Frédéric. Je vais présenter la première qui concerne donc une opération d'aménagement de sécurité de la route du Plache. Alors, je ne sais pas si on dit le Plache ou le Plaque. Plache. Plache, pardon. Le Plache à Saubion, avec l'approbation. Je pensais à Jean-Sébastien Bach, donc ça me disait peut-être qu'on dit pareil à Saubion, mais apparemment non. Alors, l'approbation du projet de convention de transfert de maîtrise d'ouvrage entre la communauté de communes et la commune de Saubion. Et donc, évidemment, avec l'approbation du reversement d'une part de la taxe d'aménagement au profit de Max. Donc, bon, le projet, il s'agit de sécuriser les circulations et les cheminements. Et la commune donc, a souhaité réaliser un aménagement, évidemment, en raison de l'augmentation des trafics qui sont liés à l'évolution des quartiers. Cette opération comprend uniquement des travaux de compétences communautaires, non inscrits au PPI voirie de la communauté de communes quand même. Donc l'estimation prévisionnelle est de 6 489,38 hors taxe, soit 7 787,26. Je crois que ce projet est attendu par les riverains. Et donc, pardon ? Et qu'il est réalisé maintenant. Il était attendu par les riverains et qu'il est réalisé maintenant. Et que donc c'est une bonne chose. Donc je vous demande, si vous voulez bien, d'approuver donc ce projet de convention de transfert. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Sylvie? Non? Oui. Non, il est effectivement très attendu. Cette route est très passante à cause de l'évolution des quartiers, c'est vrai, mais pas uniquement, parce que cette route sert souvent de raccourci, il paraît, mais voilà, donc elle est vraiment très passante. D'après certains riverains, il semblerait, ils ont l'impression, ils ont le ressenti que ça a un peu baissé. C'était aussi le but, de faire baisser un peu le trafic, la vitesse et le trafic aussi. Voilà. Merci. Ok, donc je vous propose de le voter. Merci. Ensuite, donc, je laisse la parole à Frédéric. Oui, donc en l'absence de Jacqueline Benoît Delbas qui a présidé la commission intercommunale d'accessibilité qui s'est tenue le mardi 12 septembre en mairie de Tos en présence de représentants d'associations d'handicapés des Landes, l'association Aveugles et Malvoyants, la DDAH 40, l'UNA FAM 40, l'association Valentin Aoui, la Ligue des droits de l'homme. Cette commission, comme chaque année, fait l'état des lieux de l'état d'avancement de notre mise en accessibilité, non seulement de nos espaces publics, mais aussi de nos services, et notamment les réseaux de transport en commun et les logements. Donc, sans aller trop dans le détail, puisque vous l'avez en annexe, quand même passer un petit peu de temps sur les conclusions de ce rapport, puisque tu le disais dans ton introduction, Pierre, l'inclusion et travailler sur un territoire inclusif fait partie de nos propriétés, nos priorités et notre projet de territoire. Donc, concernant l'accessibilité de la voirie et les aménagements des services publics, en 2022, les travaux de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics ont représenté un coût d'investissement réalisé par les communes de Max de 2 894 000 euros TTC et par Max de 1 087 000 en 2021 et de 2 millions en 2020. Concernant l'accessibilité des réseaux de transport en commun, et notamment sur le Yégo, vous dire que fin 2022, 82 arrêts accessibles sur le réseau Yégo, soit près de 42% de nos arrêts, sont accessibles, pour une dépense globale de plus de 1 million d'euros hors taxe. Sur le réseau régional, et là, comme dirait Alain Rousset, on prend le point, la région n'a pas défini de plan d'action sur les arrêts de ces lignes. Je ferai remonter. Nonobstant, le schéma directeur d'accessibilité du TER de la région Nouvelle-Aquitaine, adopté en avril 2017, intègre également des mesures de substitution en gare de Saint-Vincent-de-Tyrosse pour la prise en charge des personnes à mobilité réduite.
le projet de pôle d'échange multimodal en gare de Saint-Vincent-de-Tyrosse, dont le démarrage des travaux est prévu en 2024, permettra d'améliorer les cheminements piétons vers la gare. Le sujet de l'accès au quai, avec une passerelle actuellement non accessible, doit être approfondi, et c'est vraiment un enjeu, et précisé avec les partenaires SNCF et la région. Et ça ne concerne pas que les personnes handicapées, mais aussi des personnes âgées, avoir du mal à passer d'une voie à l'autre. Des personnes qui arrivent aussi sur notre territoire avec des vélos, il faut pouvoir passer avec la passerelle. Donc c'est vrai que c'est aussi un enjeu. Sur l'accessibilité des établissements recevant du public, ce que l'on peut souligner, c'est que l'ensemble de nos collectivités se sont consacrées, évidemment, vous le savez, à la mise à jour des diagnostics de mise en accessibilité de nos ERP, à l'établissement d'une programmation, dit ADAP, pour les travaux à effectuer. La totalité de ces programmations de mise en accessibilité des ERP communaux sur le territoire de Max s'élève à un investissement de plus de 6 millions TTC. Je crois que lors de la commission, l'ensemble des associations ont visité la mairie de Tos, puisque c'était je parle sous autocontrôle, hein. Il y avait eu aussi, par rapport aux travaux, la mise en accessibilité de la mairie. Donc vraiment, la découverte des nouveaux locaux, la prise en compte de l'accessibilité a été très appréciée par ces associations. Et ils ont pu aussi exprimer, et c'est toujours intéressant, des pistes d'amélioration sur les futurs aménagements et leur attente en général sur l'accessibilité des bâtiments publics. Donc voilà, moi, ce que je pouvais vous dire. Juste vous dire aussi qu'il y a, en 2023, sur les logements, Max a lancé un diagnostic pour faire le bilan du précédent PLH au regard de l'accessibilité, faire un état des lieux de l'habitat sur le territoire et élaborer ce nouveau programme en prenant encore plus en compte l'inclusion et l'accessibilité réelle des logements, et notamment avec les bailleurs sociaux. On s'est rendu compte avec Isabelle Labéry, qui suit ce dossier à Souston, qu'il y avait beaucoup de logements dits accessibles, mais par exemple avec des baignoires, donc qui était la norme, et pas réellement au final accessible pour des personnes avec un certain type de handicap. Donc il y a un gros travail à faire encore, même si je crois que les bailleurs sociaux travaillent bien avec nous, mais il y a la norme et il y a l'effectivité de la réponse. Voilà. Il faut le mettre au vote ou c'était juste une présentation? Non, je crois qu'on le vote. Oui. Est-ce qu'il y a des questions sur ce rapport? Non? Bien. Alors, on va procéder au vote. Merci pour cette unanimité. Alors, on va continuer avec toi, Frédéric, puisque je crois que ça va être le chapitre mobilité et transport, avec une délibération. Oui. Ah mince. Oui. Une délibération relative à la répartition du produit des forfaits de post-stationnement dans le cadre de stationnement payant sur les communes de Cabreton et Sorsaux-Segor, puisque le montant de ce forfait post-stationnement qui est appliqué en absence de paiement ou de dépassement de la durée autorisée fait l'objet d'une convention, puisque la recette déduction des coûts de mise en œuvre est répartie à hauteur de 50% pour la commune et 50% vers Max. Voilà, donc on reconventionne sur ces termes-là chaque année. Et à titre d'information, pour l'année 2022, recettes de ces forfaits post-stationnement se sont élevées à Cap-Breton à 79 935 €, à Sorsaux-Segor à 111 603 €, et déduction des coûts de mise en œuvre, la recette à répartir entre la commune et Max, Jean-Claude, c'est 8 936 € et 9 585 €. À répartir 50-50. Il faut le voter aussi. Il y a des questions sur ce... Bien. Bien, écoutez, on va voter alors. Manque un? Non. Manque un vote. C'est bon. Merci.
à l'unanimité, je constate quand même que ces forfaits post-stationnement ne sont pas très rentables. Pour nous. Effectivement. Alors, On n'a pas de coût, nous. on va passer à l'urbanisme. Et c'est Jean-François qui va... Voilà, nous donc présenter. on va commencer avec un dossier concernant Sorto-Segor qui dispose donc d'une AVAP, qui est une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine. Cette action elle a été approuvée donc en juin 2018. Après, c'était transformé en site patrimonial remarquable. Bon, en fait, le but, c'est de recenser bien sûr le patrimoine et de mettre en valeur ce patrimoine et de définir aussi dans quel cadre on pourrait demain développer. Donc là, la commune, elle souhaite procéder à quelques modifications, des ajustements, tant dans le règlement graphique qu'écrit. Alors tout ceci, bien sûr, ne relève que d'une simple modification qui sera réalisée en termes par les équipes de la commission locale au niveau de Sorto-Segor. Alors bien sûr, il y aura un suivi de la part des architectes de bâtiments de France et il y aura également une enquête publique qui sera effective. Donc, eh bien, vous êtes sollicité pour prescrire cette modification numéro 1 de l'AVAP sur le site patrimonial remarquable de Sorto-Segor. C'est quelque chose qui va être assez rapide. On devrait arriver, je dirais, dans le courant du premier trimestre 2024. Voilà. Donc on peut soumettre au vote, à moins qu'il y ait des questions. Continue, merci. Alors le deuxième point, c'est sur le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Donc en fait, c'est pour l'approbation de la modification simplifiée numéro 1. On avait entrepris cette modification numéro 1 en novembre 2021. C'était pour intégrer les nouvelles dispositions de la loi Elan et notamment sur les applications par rapport à la loi littorale. Donc ça concerne bien sûr que les 8 communes littorales de l'intercommunalité. Donc là, ici, le but, c'était d'identifier à l'intérieur de ces éléments et de hiérarchiser éventuellement des entités qui pourraient demain rentrer dans l'agglo, dans un village, voire dans des secteurs qu'on considère déjà urbanisés, des sortes de hameaux, si on veut résumer. Alors, soyons clairs, les communes ont bien dit, lors des concertations qu'on a pu avoir avec elles, qu'elles n'ont pas trop l'intention de s'étendre plus que de raison et que ça sera extrêmement infime en termes je dirais, d'évolution en ce qui concerne l'accueil de la population. Alors, bien évidemment, l'élément essentiel, c'est de ne pas toucher aux protections actuelles environnementales et paysagères. Donc, il y a eu une période forte de concertation et le projet a été également soumis à des consultations tant de la part des personnes publiques associées. Ça a été fait dans le courant de mars 2025 parce que le projet, il a nécessité aussi une évaluation environnementale. On avait demandé de le soumettre, mais on nous a dit qu'il fallait. C'est la raison pour laquelle il est revenu une deuxième fois au niveau des personnes publiques associées et du public. En gros, ça nous a pris 6 mois de plus, quoi, à peu près. Alors, on l'a aussi présenté en présentiel, d'ailleurs, à la commission départementale nature, paysage et sites. Et donc le public aussi a été amené il a été consulté, il a été amené à répondre dans le courant de septembre 2023. Alors c'est un dossier qui a été difficile à défendre, puisqu'on était, par rapport notamment à tous les organismes et notamment beaucoup de collectifs aussi qui sont créés, on était, vous savez comment c'est, quoi, entre ceux qui disent qu'on va construire sur des espaces qui ne le méritent pas ou qui ne devraient pas l'être, et ceux qui estiment qu'ils ont des terrains qui pourraient éventuellement permettre la construction. Donc en fait, on est toujours sur des oppositions assez fortes sur lesquelles on a eu à se défendre par rapport notamment à des quartiers dans certaines communes ou autres. Mais encore une fois, on a redit que d'abord c'était un document, je dirais, qui n'est pas définitif. C'est surtout le PLU qui va travailler, la parcelle. Le SCOT, lui, ne fait que définir des endroits où on pourra demain éventuellement. Voilà, mais on a surtout redit que les communes, en l'occurrence les 8 communes de littoral de Max, n'avaient pas l'intention d'accueillir une population extrêmement importante par rapport. Il y a simplement des ajustements à réaliser. Donc, alors c'est ce qu'on a dit. Mais inutile de vous dire que la prochaine. Enfin, je vais vous demander bien sûr d'approuver cette modification numéro 1 du SCOT. La prochaine étape, c'est le PLUI. C'est-à-dire que là, on va vraiment travailler à la parcelle.
Donc là, je vous assure qu'on va être suivi de près par tous ces oppositions et tous les habitants, etc., et que ça sera relativement très scruté et commenté, et vraisemblablement désavoué par ces mêmes instances. Voilà. Donc pour l'instant, arrêtons-nous au SCOT. Voilà, on a répondu de manière globale à toutes les questions qu'on nous posait. On a soumis des préconisations aussi. D'ailleurs, à ce sujet, il faut que je vous dise qu'il y a une petite coquille dans la présentation qui vous est faite. C'est exactement, vous avez déjà dû tous vous en rendre compte, à la page 376. En fait, il y a une phrase qui ne veut rien dire. La vraie phase, c'est par rapport à une réponse, notamment une préconisation que l'on donne. La vraie phrase est la suivante. En fait, il manque le mot « pas ». Et effectivement, ça change un peu le sens de la phrase. Donc nous, on répondait par rapport à des demandes précises. Il apparaît nécessaire d'affirmer ces situations de proximité et de mettre en évidence les secteurs où il ne sera pas possible d'opérer des extensions urbaines d'agglomération ou de villages. Voilà. En oubliant le pas, effectivement, ça ne voulait pas dire grand-chose. Voilà, donc concrètement, première étape SCOT, deuxième étape PLUI, vraisemblablement beaucoup plus commentée et sur lesquelles on aura tout le plaisir à prendre et on aura l'occasion d'en rediscuter. Mais pour l'instant, je vous demande d'approuver la modification numéro 1 du SCOT, donc par rapport à ces aspects-là. Avez-vous des questions? Eh bien, on peut le soumettre au vote. Alors, il manque un vote. Voilà, c'est fait. Donc le résultat, c'est 52 pour et 2 abstentions sur... Abstention de Mme Quinault et M. Camblan. Très bien. Je voudrais juste dire un mot concernant la VAP ou la SPR, pour dire qu'effectivement, moi je trouve que la démarche de Segor est assez vertueuse en termes culturels, puisque c'est plutôt culturel que urbain, concernant donc la mise en valeur du patrimoine. Vous savez que dans le projet territoire, enfin, lors des enquêtes qu'on a réalisées dans le cadre du projet territoire, une des préoccupations qui avait été soulevée par les habitants, ça avait été justement la mise en valeur de notre patrimoine architectural. Donc ce serait peut-être intéressant, sans aller forcément sur une démarche aussi lourde, parce que c'est assez lourd quand même, les AVAP, peut-être de travailler au niveau de la communauté de communes sur une reconnaissance et une mise en valeur de notre patrimoine architectural, de manière à peut-être aussi à influer, dans le cadre du PLUI, de la future révision du PLUI, à influer sur les conditions architecturales qu'on autorisera ou qu'on refusera sur notre territoire. Donc peut-être travailler là-dessus pour effectivement voir comment on peut mettre en valeur et étendre cette démarche de cette commune d'Haut-Segor, parce que même si des élus d'Haut-Segor sont là, il n'y a pas qu'à Haut-Segor qui a des architectures remarquables sur notre territoire, il y en a aussi ailleurs, et donc ce serait intéressant de partir de ce qu'a fait Haut-Segor pour aller sur l'ensemble de notre territoire. Henri ? Je voudrais juste te confirmer qu'effectivement, quand on pose le principe d'une AVAP, c'est-à-dire d'une aire de valorisation ou d'un site patrimonial remarquable, soit on le fait sur des monuments historiques, soit on le fait carrément sur une commune. Saint-Émilion l'a fait effectivement à grande échelle, et Haut-Segor, en 2018, on s'est doté de cet outil qui n'est pas uniquement sur le plan urbanisme, il est également sur le plan paysager. Donc très important d'avoir cette vision à long terme pour protéger effectivement notre patrimoine. Oui, c'est vrai, quand on parle souvent d'urbanisme, on parle construction, mais en fait, ça concerne aussi le végétal, et c'est vrai. Bien, merci pour ces précisions. On va parler de foncier maintenant. C'est Jean-François qui continue. Voilà, donc on va commencer avec... on va continuer donc avec le foncier pour une acquisition d'une propriété qui est à Cabreton, 27 avenue des Acacias, donc c'est en face à peu près de la station du centre Leclerc. Donc c'est une acquisition qui s'inscrit dans le cadre de la volonté de poursuivre la maîtrise foncière dans cet endroit-là, où il y a déjà eu quelques acquisitions préalables, puisque Max a déjà à peu près une maîtrise sur 1718 mètres carrés. Et là, il s'agit d'une propriété de 81 mètres carrés, donc sur un terrain de 411 mètres carrés. C'est à peu près pas très loin du boulevard des Cigales. Hein.
Voilà, donc l'acquisition se fait à 440 000 euros hors frais. Et le paiement est prévu avec, bien sûr, le concours de l'EPFL sur 5 années, donc avec un paiement de 15% chaque année et le solde de la dernière année. Voilà, donc je vous demande effectivement d'approuver cette acquisition et le portage foncier, bien évidemment, lié à cette acquisition. Des questions? Alors, je vous propose qu'on vote. Là, il manque 2 votes. C'est bon, merci. On continue avec le chapitre environnement, transition énergétique et GEMAPI, et c'est Aline Marchand qui va nous présenter les délibérations. Donc, il y a 4 délibérations. La première porte sur la modification des statuts du syndicat Mixte des rivières Marin-Saint-et-Borne. Donc, ils ont créé leur siège dans la zone du Perc, à Lynx. Ils ont déménagé au mois de juillet, donc il faut approuver le changement de siège, la nouvelle adresse. Donc, il faut voter. Alors, je propose qu'on vote s'il n'y a pas de questions sur ce point. Merci, on continue. Donc, la suivante porte sur la candidature de Max au dispositif territoire engagé pour la nature. Donc, Max souhaite candidater à cette démarche territoire engagé pour la nature, qui acronyme THEM. Il s'agit d'une labellisation en faveur de la biodiversité qui est reconnue au niveau national. Donc, 3 actions concrètes en faveur de la biodiversité peuvent être mises en œuvre en élaborant une stratégie locale et concertée. Ces 3 actions sont la préservation et la restauration des zones humides, la lutte contre la pollution lumineuse avec la mise en place d'une trame noire dans le PLUI, la création d'îlots de fraîcheur par des actions de désimperméabilisation ou de revégétalisation en intégrant une mobilisation citoyenne. Donc, il s'agit d'un programme qui a été lancé par le gouvernement en 2018. La Nouvelle-Aquitaine l'a mis en place dernièrement et il est animé par l'Agence nationale de la biodiversité. Donc, ce programme vise à émerger et faire reconnaître à travers des actions en faveur de la biodiversité par les collectivités locales. Donc, à ce jour, il faut savoir qu'aucune commune ou intercommunalité landaise n'est engagée dans ce dispositif. Donc, cette reconnaissance TEN permettrait à Max de valoriser les actions à mettre en œuvre à travers une stratégie locale biodiversité qu'il faudra élaborer dans les 2 ans qui vont suivre cette reconnaissance. Donc, il n'y a pas d'engagement financier de la part de Max, mais dans cette demande de labellisation. Juste, il faudra assurer le démarrage des travaux. Donc, une enveloppe de 50 000 euros sera prévue dans le budget de Max. Des financements du département, de la région et de l'État viendront abonder après l'éventuelle reconnaissance comme TEN. Bon, il faut savoir qu'en Nouvelle-Aquitaine, il y a seulement 5 candidatures, dont celle de Max, à cette labellisation. Donc, il faut déposer la candidature au plus tard le 30 septembre, donc rapidement, et les lauréats seront connus au mois de janvier. Est-ce qu'il y a des questions? Non, juste pour dire et informer là, les autres communes que Souston a été lauréat de l'Agence nationale de biodiversité pour mettre en œuvre un atlas de la biodiversité. Donc nous avons commencé à mettre en œuvre il y a quelques mois et c'est un grand intérêt aussi, c'est de travailler, comme tu le disais, de manière fédérée avec des associations, celle qu'on connaît le mieux ici, le CPIE du Seignance, mais pas que, pour faire un inventaire et aussi pour avoir toutes les opérations de sensibilisation et à partir de l'inventaire de pouvoir programmer un plan d'action qui permette à la fois de pouvoir sur le temps faire que la biodiversité reste sur notre territoire, mais aussi d'agir pour qu'elle se renforce. Parfait. D'autres interventions?
Oui, Karine. Oui, je me permets parce que souvent dans ce domaine, il y a peut-être un biais de communication. Je pense à des choses très simples qui ne nécessitent pas d'action. Aujourd'hui, nous, on travaille sur, je ne parle pas de Seignos, je parle de mon environnement professionnel, sur par exemple les nuisances, on parle de la pollution lumineuse, il y a aussi beaucoup les nuisances sonores qui perturbent la biodiversité. Et par exemple, un arrêté communal, par exemple, pour interdire les travaux sur certains horaires peut être très facile et non coûteux. Et comme également interdire le taillage des haies sur certaines périodes, notamment entre avril et juillet. Ça ne coûte rien, mais c'est favorable à cette biodiversité. Merci. On peut passer au vote si vous voulez. Parfait. On continue. On continue. La délibération suivante porte sur l'adhésion de Max au contrat d'objectif territorial qui porte sur les engagements du territoire dans une dynamique de transition écologique et énergétique de l'ADEME. Dans la continuité de la démarche engagée par Max dans la transition écologique avec un accompagnement de l'ADEME à travers l'objectif TEPOS, les ambitions fixées par le projet de territoire et le PSCAET, Max oriente vers un contrat d'objectif territorial appelé COT, qui est un dispositif proposé par l'ADEME pour accompagner financièrement et méthodologiquement les territoires. Donc, il est effectif pour une durée de 4 ans, avec des objectifs à atteindre en matière d'énergie, climat, air et économie circulaire. Donc, il y a 4 thématiques qui sont retenues après 2 audits réalisés par le territoire et qui ont fixé les objectifs à atteindre. Donc, la démarche ZAN, la préservation de la biodiversité, on en parlait tout à l'heure, le développement des énergies renouvelables marines, le soutien au mouvement collectif et citoyen autour des énergies renouvelables, avec notamment la mise en place de boucles d'autoconsommation à l'échelle des communes. Donc, le COT est un appui pour impulser ou renforcer le projet de territoire de transition écologique. Donc, Max pilotera la démarche par l'intermédiaire de son élu délégué à la transition énergétique, Pierre Pécastin, l'ADEME étant accompagnateur dans cette démarche. Donc, le COT doit être mis en place au 1er janvier 2024 pour 4 ans, avec une première phase de 18 mois définissant les objectifs et le plan d'action, et la seconde pour les réaliser. Donc, des financements peuvent être obtenus pour ces projets, dont 75 000 € en part fixe et 275 000 € en part variable, qui seront conditionnés selon les objectifs qui seront atteints. Max pouvant compléter l'enveloppe, si elle le souhaite, pour les dépenses de fonctionnement à hauteur de 20% selon le plan budgétaire qui sera prévu. Donc, je vous propose d'adopter cette délibération et de nommer Pierre Pécastin le référent élu délégué à la transition énergétique. Est-ce qu'il y a des questions? Le coût global prévisionnel de cette étude complémentaire ou de ces travaux complémentaires est de combien estimé? Le coût, attendez. Donc là, non, c'est l'ADEME qui aidera, qui participera au financement. Donc on peut obtenir des financements jusqu'à 350 000 €. Il y a une part fixe, dont je l'ai dit tout à l'heure, de 75 000 €, 87 500 € maximum sur la partie économie circulaire, 87 500 € au maximum sur la partie climat-énergie et 100 000 € maximum conditionnés selon l'atteinte des objectifs. Voilà. Mais c'est l'ADEME qui participe, qui serait financeur. Il n'y a pas un coût total aujourd'hui. Non, c'est l'ADEME qui participerait. Voilà, c'est une participation, pour être très, très clair, sur des dossiers qu'on a en cours d'ailleurs, hein, sur des travaux qui sont déjà en cours. Donc, c'est quelque part une reconnaissance du travail qui est fait déjà,
et aussi une incitation à aller au-delà dans notamment les 4 axes qu'on a rencontrés, qu'on a vus ici. Mais il n'y a pas de coût d'opération aujourd'hui, c'est les financements maximum par rapport à la participation de l'ADEME là-dessus. On est souvent en avance sur les contrats d'objectifs, ce qui nous permet de se faire financer aussi des opérations que de toute façon on aurait développé quand même, mais avec l'aide de structures extérieures comme l'ADEME, ça nous permet d'aller plus vite, plus loin dans les objectifs qu'on développe. C'est le cas ici, comme c'est le cas d'ailleurs dans la précédente délibération. D'autres questions? Alors on va voter. Alors il nous manque une voix, c'est bon. Donc on a 54 votants, 52 pour et 2 contre. On passe à la délibération suivante. Alors, la dernière délibération porte sur la mise en place d'une convention de partenariat entre Max et Enedis concernant l'accompagnement autour de la transition énergétique. Donc, Enedis est déjà partenaire de Max dans le cadre de la transition énergétique. Et aujourd'hui, Max et Enedis souhaitent renouveler leur engagement dans le cadre d'une nouvelle convention. Donc, cette nouvelle convention avec Enedis devrait faciliter l'autoconsommation collective auprès des collectivités locales. Donc, on a un exemple sur Saint-Martin-de-Hens qui a déjà travaillé sur un projet d'autoconsommation collective et instauré un partage sur les évolutions en cours et à venir. Donc, il y a un comité de suivi qui sera institué pour le bon avancement des projets avec un délégué représentant de Max. On vous propose Pierre Pécastin en tant qu'élu délégué à la transition énergétique pour être le garant de la politique de Max dans ce comité de suivi. Donc, cette convention est d'une durée de 3 ans à partir de sa signature qui a déployé sur 2024. Donc, les parties donc, il faut savoir qu'il y a l'accompagnement de la transition énergétique et permet de consommer moins, d'avoir une meilleure consommation. Donc, il y a eu des réalisations des diagnostics de consommation pour identifier des zones où pourraient être engagées les actions de maîtrise de la demande énergétique, cibler les programmes d'action des territoires sur les zones les plus énergivores, évaluer l'efficacité des programmes engagés et inciter les comportements plus vertueux et mieux consommer, s'engager dans une démarche de sobriété. Donc ça, c'est les objectifs, et de façon à développer ensuite de l'autoconsommation collective. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a un pilote, oui. Une commune pilote sur le territoire, évidemment, qui fait la une des médias d'ailleurs, et une star de la consommation, de la production collective, c'est Saint-Martin-de-Hens. Alexandre, si tu veux dire un mot? Donc un petit mot pour vous dire que c'est pas si compliqué que ça, si vous voulez, de mettre en place l'autoconsommation collective dans une collectivité, dans une municipalité. L'intérêt d'avoir une convention avec Enedis, c'est qu'ils vont vous mettre en place, si vous voulez, une plateforme d'analyse, si vous voulez, de vos consommations. Donc vous saurez en fait chaque point de livraison, combien ils consomment exactement. Et ça vous permettra, si vous voulez, de faire les efforts nécessaires en termes de non-consommation d'énergie et surtout d'installation d'autoconsommation collective. Ça va assez vite, c'est eux qui font les calculs, qui font le reroutage, si vous voulez, des kilowatts que vous produisez, que vous économisez. Après coup, c'est pas très compliqué. Bon, la première fois, ça l'a été, mais bon, finalement, le partage d'expérience permet aux autres d'aller plus vite. Et je pense que toutes les communes devraient d'ores et déjà y passer, quoi. Donc, si vous avez des bâtiments à restructurer, si vous avez des panneaux photovoltaïques à installer, profitez de le faire sur les bâtiments qui fonctionnent en journée. Ça vous permettra de faire des économies. Nous, on est passé de chiffres à 4,0, on est passé à 3,0 là, par exemple, sur les factures d'électricité, malgré la hausse de l'énergie.
Voilà, donc j'ai un petit vent dans ma municipalité de gens élus et non élus qui passent à l'autoconsommation. D'abord simple, parce que c'est facile à faire, sur une école par exemple, ou collective. Voilà. Donc je vous engage à le faire, c'est bon pour la planète et c'est efficace pour vos finances. Merci pour ce témoignage. On vote maintenant, s'il n'y a pas d'autres interventions. Unanimité, merci. On va maintenant parler. Merci. Excusez-moi, Aline. pardon. Oui, pardon. Non, c'était juste, je voudrais revenir sur la 8C, sur le contrat d'objectif territorial avec l'ADEME, donc sur la transition écologique. Il y a eu 2 votes contre, on n'a pas vu qui c'était, tu pourrais les préciser, s'il te plaît. Olivier, tu peux nous dire qui? Monsieur Camblan et Madame Quinault. D'accord, très bien. Sur la 8C, donc concernant l'adhésion au contrat d'objectif territorial de développement des énergies avec l'ADEME, c'est ça, hein? Ok. Oui, pardon, en principe ça s'affiche, mais ça peut être le cas. Alors sur le numérique, donc maintenant, je vais passer la parole à Frédéric Champanel. Oui, tout à l'heure on parlait de territoire inclusif qui passait par l'accessibilité de nos bâtiments, de nos voiries. L'inclusion passe aussi par l'inclusion numérique, c'est aussi un de nos enjeux. La loi prévoit l'accessibilité numérique d'abord pour les personnes handicapées, mais on sait très bien que la fracture numérique, elle ne concerne pas que les personnes porteurs d'un handicap, elle concerne les personnes âgées en particulier, mais aussi peut-être des personnes qui sont éloignées de tout l'écosystème numérique, et notamment, même s'ils sont comme nous toujours sur leur téléphone, les jeunes sont aussi des cibles prioritaires par rapport notamment aux démarches administratives, etc. Puisque l'on sait qu'aujourd'hui, et l'information se passe beaucoup par le numérique, les services se passent par le numérique, l'accès aux droits se passe par le numérique, et nous-mêmes, on a un certain nombre de nos services qui sont numérisés. C'est pour ça que je vous propose, bien que ce sujet d'inclusion, évidemment, soit pris en compte depuis de nombreuses années par les services de Max, je vous propose de procéder à la formalisation de ces démarches comme prévu dans la loi, et un peu plus en présentant le premier schéma directeur pluriannuel d'amélioration de l'accessibilité numérique qui couvrira la période 2023-2026, un schéma pluriannuel qui sera par la suite décliné en plan annuel qui seront soumis chaque année au vote du Conseil communautaire. Alors nous avons ciblé dans ce schéma les services de communication suivants, évidemment les sites internet, l'intranet, l'extranet, nos applications mobiles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour payer la cantine, etc., c'est une application mobile de Max, les progiciels web ou mobiles, le mobilier urbain numérique que nous avons de plus en plus aussi pour sa partie applicative et interactive. Je ne vais pas rentrer évidemment dans le détail de la charte, du schéma pluriannuel d'amélioration, mais qui est pris en charge en particulier par les membres de notre direction des services d'information, avec évidemment tous les services impliqués. Question sur ce projet, schéma. Alors je propose qu'on le vote. Merci. On passe au point suivant. Là, on va parler des données, d'ailleurs, qui fera l'objet du prochain atelier numérique, dont vous avez sans doute pour les membres reçu l'invitation, pour rappeler que l'ouverture des données au public a été rendue obligatoire par la loi et qu'elle encourage la réutilisation de données numériques au-delà de leur utilisation première par l'administration, en garantissant leur libre accès et usage pour tous, sans restrictions techniques, juridiques et financières. Le partage de ce patrimoine immatériel d'informations et de connaissances permet à la fois de favoriser l'innovation et l'émergence de nouveaux services et plus largement l'économie. Il nous permet aussi d'évaluer la portée de nos politiques, des politiques que nous portons.
Considérant aussi la sensibilité des données qui sont possédées par Max, il nous semblait que des engagements plus forts que celles que nous préconisait la loi nous semblaient nécessaires. Donc je vous propose d'adopter une charte qui nous permette ensemble d'assurer la protection des données et la sécurité des systèmes permettant leur hébergement, d'assurer l'exactitude des données qui sont diffusées, je crois que c'est la moindre des choses, d'assurer une collecte raisonnée et responsable et nécessaire des données d'un point de vue qualitatif, quantitatif et environnemental, d'assurer la transparence du traitement des données collectées et d'assurer un dialogue entre les partenaires, qu'ils soient privés ou publics, sur le traitement de la donnée, les modalités d'utilisation et de protection de celle-ci, et enfin, d'assurer la responsabilité de l'ensemble des partenaires quant à l'utilisation des données de Max. Voilà pour cette proposition d'approbation d'un projet de charte des données de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Hervé. Une intervention à faire parce que on rencontre un problème à Messanges avec l'agence postale. Au principe, les agences postales, c'est évidemment un service externe à la poste, mais avec des salariés de la fonction publique, c'est-à-dire non salariés. Et il est exigé à ces salariés de prendre les données de tous les clients systématiquement à chaque opération. Et là, nous avons un problème de RGPD, de respect de... Ah oui, mais bien sûr. Et moi, bon, donc nous, on a refusé actuellement, donc ce qui crée une tension certaine entre la Poste, qui est un organisme qui n'est plus public, mais qui est privé et qui est à but lucratif maintenant, et nous, dans le respect de nos salariés vis-à-vis de la protection de ces protections de données. Donc, je ne sais pas si d'autres communes ont ce souci, mais si vous les avez, je pense qu'il faut tenir bon. Il ne faut pas que nos salariés, nos prestataires, que sont nos employés de la fonction publique, soient sous pression comme si c'était les commerciaux du secteur privé. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, c'est vrai que c'est un difficile équilibre entre la protection des données personnelles et l'utilisation obligatoire, enfin la possibilité obligatoire d'utilisation de certaines données. On est tenu, on appelle ça aussi l'open data. Enfin, donc ça veut dire que, on parlait Frédéric, on collecte des données. Ces données-là, certaines catégories de données, on doit obligatoirement les mettre dans l'espace public parce qu'elles appartiennent à tout le monde. En revanche, il y a certaines catégories de données qui sont strictement confidentielles et sur lesquelles, au contraire, on est tenu de ne pas diffuser. Donc, cette charte va permettre justement de clarifier les choses, parce qu'aujourd'hui, c'est pas clair, de clarifier les choses en ce qui concerne Max, en tout cas. Et l'ouverture des données au public ne s'assoit pas, évidemment, sur la RGPD. Voilà, on parle bien de données publiques, le nombre de logements vacants, enfin voilà, le nombre d'entreprises qui se sont créées sur le territoire. On est sur du macro et pas sur de l'individuel. Hein. Après, un des enjeux, je crois, futurs, sur lequel on va devoir travailler avec nos partenaires, que ce soit l'ALPI, que ce soit le CIDEC, que ce soit Digital Max, un des enjeux sur lesquels on va devoir travailler, c'est non seulement la collecte des données, ça c'est assez facile, mais c'est surtout l'exploitation. Qu'est-ce qu'on en fait pour s'en servir pour nos stratégies à nous? Tu as parlé du logement, en termes de circulation, en termes d'occupation du territoire. On a besoin de ces données pour avoir une vision actuelle, mais aussi prospective, et bâtir à partir de ces données-là des stratégies. Donc ça va être notre enjeu. La collecte, c'est très important. La diffusion, c'est très important, effectivement. Et après, le traitement de ces données, qui sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus diffuses, il va falloir voir ce qu'on en fait et qui les traite. D'autres... Oui, Karen. Oui, ça fait penser aussi aux prestataires. Ça rejoint ce que disait Madame Charpenel juste avant, entre la rupture numérique et certains services. Je pense surtout au CIAS, où il y a des aides à domicile qui vont justement au plus près de nos administrés, qui sont souvent les plus vulnérables. Là, par rapport aux partenaires, il y a aussi, ils seront obligés de signer la charte. Je pense par exemple à XL Autonomie, vous voyez. L'accessibilité numérique ou la charte de données? Là, c'est la mise en œuvre avec des le données. La charte avec le RGPD de tout ce que tout le monde peut signer. Alors, en effet, elle sera déclinée dans le cadre de conventions.
de mise à disposition de données avec les partenaires ainsi que dans les clauses des marchés publics. Hein, voilà, là, ça fait partie de ce schéma. Oui, juste pour aller un petit peu plus loin, c'est vrai que nous, au niveau de la commune de Saint-Vincent-de-Tyrosse, on commence à travailler à peine un peu sur l'open data, à envoyer des données sur data.gouv. Certaines sont ensuite aspirées automatiquement quand il y a des mises à jour, mais on n'a pas de charte. Il faudrait qu'on travaille à une charte alors au niveau communal également. Je t'invite à l'atelier, on aura des experts. Très bien. Non, très clairement, hein, c'est la charte d'utilisation des données et elle devrait être existée pour toutes les personnes morales, en tout cas, qui collectent des données. Parce qu'il y a à la fois l'obligation de les mettre sur le domaine public et à la fois l'obligation de les préserver pour certaines. Donc, en principe, toutes les structures privées ou publiques qui collectent des données devraient avoir une charte telle que celle qu'on adopte aujourd'hui, hein, y compris les communes. Hein. Oui, comme tu le soulignes, Régis, c'est quelque chose qui nous est pas encore... on n'est pas tout à fait encore à l'aise avec ça. Et c'est pour ça que dans le prochain atelier numérique, on va bien redéfinir, Fabien a bien préparé le fait qu'on sache bien qu'est-ce qu'on doit aujourd'hui, à quelle obligation on doit répondre et de quelle manière, et avec sécurité pour nos données et pour les usagers. Voilà. Non, on l'a pas voté. Je sais plus. On l'a pas voté. Non. Alors, on va la voter. Il nous manque un vote. C'est moi ? Je sais pas. Oui, c'est bon. C'est parfait. Merci. Merci Frédéric pour cet exposé. Et on va passer aux personnes communautaires. C'est Jean-Claude Doloued qui va nous parler deux délibérations. Oui, effectivement, deux délibérations. La première concerne la création de 2 postes. Un poste d'ingénieur au port sur un temps complet à 35 heures, à date d'effet à compter du 1er décembre 2023. Et le deuxième poste, création de poste, c'est au service opérationnel, service patrimoine. Je vous propose également un poste d'ingénieur à 35 heures, à compter également du 1er décembre 2023. Voilà. Après évaluation, bien entendu, des besoins. Est-ce que vous avez des questions sur la création de ces 2 postes, poste au port et poste au patrimoine? Je propose que l'on vote, s'il n'y a pas de questions. Donc, c'est pas ouvert. Attends. On va ouvrir le vote d'abord, voilà. Voilà, c'est ouvert. Eh bien, le vote est terminé. Merci. Et enfin, la dernière délibération concerne l'autorisation d'absence dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation. Donc, c'est un dossier qui a été évoqué en un comité social territorial, vraiment, qui a fait l'objet d'une discussion. En fait, c'est le but suivant la possibilité aux agents de s'absenter de leur service dans certains cas, et notamment lorsqu'il y a des actes médicaux nécessaires à la procréation médicale assistée. Dans le secteur privé également, des autorisations dans la situation de PMA. Donc je vous propose d'adopter cette délibération qui permet à certains agents de s'absenter pour du service pour la procréation de... C'est pour le conjoint, là. Pour le conjoint, voilà. Pour le conjoint de... Ouais. Agent et conjoint. Est-ce que vous avez des questions qui a été évoquées en comité territorial? Non? On peut passer au vote. Juste dire que c'est une très bonne chose. Encore une fois, il faut effectivement 2 pour faire la PMA et que souvent les rendez-vous s'organisent à la dernière minute et fonctionnent dans l'établissement hospitalier. Et ça se fait malheureusement plusieurs fois. Donc c'est une excellente mesure à une époque où le taux de fécondité en France, pour la première fois depuis la Deuxième Guerre mondiale, est au plus bas. Il n'a jamais été aussi bas. Merci de ces précisions. D'autres observations, précisions? Non?
Donc je vous propose de voter. Il manque un vote. C'est bon. Mais écoutez, merci à tous. On a terminé l'ordre du jour de ce conseil communautaire. Donc je clôture donc ce conseil. Je vous remercie de votre participation, de votre attention et de ces débats. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Attendez que je vous dise le prochain conseil communautaire. Le prochain 30 novembre. Le prochain conseil communautaire, notez-le sur vos tablettes si ce n'est pas déjà fait, c'est le 30 novembre. Merci à tous et bonne soirée. C'est la totale. Demain, c'est lui qui n'est pas là, évidemment.